Tout à l'heure, on a commencé à voir les grandes distinctions, les grandes articulations de la philosophie de la connaissance chez Kant, et on avait dit que la sensibilité constituait la matière, la faculté par laquelle notre connaissance possède une matière. Cette matière, c'est l'intuition sensible. Nous avons également vu que l'esprit humain était doté d'une autre faculté qui a proprement parlé la faculté de connaissance humaine, c'est l'entendement qui produit des concepts à l'aide de principes inscrits en lui, a priori, qui sont les catégories. Et la connaissance, d'une certaine manière, se borne à l'alliance entre la sensibilité et l'entendement. Oui. L'entendement, c'est la faculté de l'esprit qui produit des concepts. Qui produit des concepts. Autrement dit, l'entendement se définit par sa fonction, c'est-à-dire la production de concepts. Ces concepts sont produits à l'aide du jeu entre des catégories, et c'est par là que on accède à la connaissance d'objets sensibles. Alors, il y a une phrase que vous pouvez noter qui revient assez bien, qui permet de comprendre vraiment ce que dit Kant. Il dit la chose suivante: sans l'intuition sensible, le concept serait muet. Oui, sans l'intuition sensible, le concept serait muet. Sans le concept, l'intuition serait aveugle. Autrement dit, un concept qui ne porte pas sur une intuition sensible, c'est un concept qui ne dit rien. Et une intuition sensible sans un concept, ce n'est pas une connaissance. Ça ne peut pas être une connaissance. Il faut les deux, il faut la conjonction des deux pour former une connaissance. Il va y avoir cependant un troisième terme dans la connaissance qui est l'idée. Qu'est-ce qu'une idée? Une idée ressemble à un concept, sauf qu'elle ne peut correspondre à aucune intuition sensible. L'idée ne peut pas correspondre à une intuition sensible. Et il y a deux types de facultés qui peuvent produire des idées: la raison et l'imagination. La raison et l'imagination. Donc, l'idée ressemble à un concept, mais contrairement au concept, l'idée ne correspond à
aucun phénomène sensible et donc a aucune intuition sensible de ce phénomène. On va prendre un exemple pour que vous compreniez. L'univers, est-ce que c'est un concept ou est-ce que c'est une idée? Oui. Pourquoi? Si vous ne pouvez pas expliquer, c'est peut-être parce que c'est une idée. Pourquoi l'univers est-il une idée selon Kant? Parce que l'univers, c'est l'idée d'une organisation d'un tout qui est pourtant infini. Aucun télescope, par définition, ne me permettra d'avoir un jour une intuition sensible de l'univers. L'univers, comme phénomène sensible, est totalement inaccessible. Je ne peux pas avoir l'intuition sensible de l'univers. Je ne peux avoir d'intuition sensible que d'éléments dans cet univers, de systèmes solaires à l'intérieur de cet univers. Mais un petit peu de la même manière qu'on peut concevoir, mais jamais saisir l'ensemble qui contient tous les ensembles en mathématiques, je ne peux pas concevoir l'univers qui est l'ensemble qui contiendrait tous les ensembles des systèmes solaires, des astres, etc. etc. Okay. Donc l'univers est une idée et non un concept, parce qu'elle ne correspond, cette idée d'univers, à aucune intuition sensible possible. Oui. Une intuition sensible, c'est une sensation, c'est une perception sensible. Bah, parce que c'est même strictement impossible d'avoir une intuition sensible de tout l'univers. Pourquoi c'est impossible? Parce que pour avoir l'intuition sensible de quelque chose, il faut être extérieur à cette chose. Or, rien n'est extérieur à l'univers, par définition. Donc je ne peux pas avoir d'intuition sensible de l'univers parce que je ferai toujours partie de cet univers. C'est aussi simple que ça. Donc, univers, idée et non concept. Mais on remarque tout de suite que l'idée d'univers, même si elle ne correspond à aucune intuition sensible, même si elle n'est pas directement un objet de connaissance, l'idée d'univers a une fonction en astronomie. Elle a un intérêt en physique. Pourquoi? Parce qu'elle va donner un sens, tout simplement, à certaines expériences. Oui, l'idée d'univers en physique, en astronomie, même si elle ne peut pas faire l'objet d'une intuition sensible et donc d'une connaissance à proprement parler, eh bien elle va avoir une utilité, elle va donner du sens à certaines expériences. Oui, c'est qu'il y a une perception sensible possible, une sensation possible. Et donc, en l'occurrence, en physique, une observation possible. Du sens à certaines expériences en physique. Quentin, c'est bon? Autre exemple d'idée, et là on se situe dans un autre domaine qui est celui de la religion et de la morale. Dieu. Dieu n'est pas un concept. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas faire l'objet d'une intuition sensible, extérieure si vous voulez, comme une chaise ou une table. Dieu peut faire l'objet d'un sentiment, Dieu peut faire l'objet d'hypothèses philosophiques et même parfois scientifiques,
Mais Dieu n'est pas un objet sensible. Sauf cas exceptionnel dans certaines religions. Ou sauf expériences exceptionnelles comme, qui ont d'ailleurs été longuement débattues, comme les expériences du mysticisme, les extases mystiques par exemple, où certains saints, par exemple, certains prophètes disent avoir vu Dieu, touché Dieu comme on touche un objet sensible extérieur. Okay. Mais globalement, pour nous, qui avons rarement des visions prophétiques, Dieu n'est pas un objet sensible extérieur. Ce n'est pas un concept, mais c'est une idée. C'est une idée. Et Kant va jusqu'à dire, dans la critique de la faculté, dans la critique de la raison pratique, Kant va jusqu'à dire que Dieu est une idée produite par la raison. Dieu est une idée qui donne un sens à certains phénomènes. Par exemple, pour Kant, c'est peut-être un texte que je revisiterai quand je ferai le cours sur la religion. Pour Kant, Dieu donne un sens au phénomène de la conscience morale. Autrement dit, à l'opposition dans notre conscience du bien et du mal. Oui. Il donne un sens au phénomène de la conscience morale. Ce phénomène existe, il a même une objectivité pour Kant. Je vous renvoie au cours sur la morale. Mais au fond, pourquoi l'être humain est-il la seule bestiole capable de discerner entre le bien et le mal, dotée de raisons pratiques? Ça, il n'y a rien dans les phénomènes, il n'y a rien dans la réalité sensible qui nous permet de l'expliquer véritablement, pour Kant. Et donc, ce qui peut donner du sens à cette réalité sensible, à ce sentiment de respect, par exemple, n'est pas un phénomène sensible, ne se situe pas dans un phénomène sensible. C'est à l'extérieur d'un phénomène sensible qu'on peut trouver cette signification. Peut-être dans Dieu. Dieu serait l'idée que la raison produit pour donner un sens au phénomène de la conscience morale. Et donc, pour Kant, je reviens là-dessus, les idées peuvent être produites soit par la raison, qui est la faculté qui permet de donner des lois à l'action, mais au réel de manière générale, soit par l'imagination. Donc l'imagination, chez Kant, c'est cette faculté qui permet de donner forme à un concept
en l'absence d'une intuition sensible. Par exemple, je sais ce que c'est qu'une voiture, je peux l'imaginer à partir de ce concept. Je peux lui donner une forme dans mon esprit. Soit de créer de nouvelles formes par l'imagination. Créer de nouvelles formes. Et dans quel domaine on crée de nouvelles formes par l'imagination? C'est facile? Ouais. Le dessin, l'art, effectivement, de manière générale, dans l'art. Okay. Donc, ce que je veux que vous reteniez absolument, c'était un long détour, mais à mon avis, c'est utile, c'est que le concept permet la connaissance et correspond à une intuition sensible possible, alors que l'idée, chez Kant, ne peut pas correspondre à une intuition sensible, une expérience possible, mais peut donner un sens à cette expérience. Pourquoi en ai-je parlé aussi longuement? Parce que pour Kant, le bonheur, oui, euh, à propos de l'idée, l'idée ne peut pas correspondre à une intuition sensible possible, même s'il peut donner du sens à certaines expériences. Et pourquoi est-ce que j'ai parlé de cette distinction entre le concept et l'idée? Parce que pour Kant, le bonheur, c'est l'enfant monstrueux d'un concept et d'une idée. C'est à la fois un concept et une idée. Et vous allez vite le comprendre en lisant le texte. Ouais. Le concept permet la connaissance des phénomènes sensibles. Okay, il est lié, pour qu'un concept soit un concept, il faut qu'il soit lié à une intuition sensible possible. Par exemple, voiture, c'est un concept parce que ce concept de voiture correspond à l'ensemble des voitures qui existent réellement. Dieu est une idée parce que Dieu n'existe pas à la manière d'une voiture, comme un objet sensible physique qui se tient à l'extérieur de moi. Au passage, pour ceux qui s'intéressent à la religion et aux religions de manière générale, Kant peut se permettre de dire ça parce qu'il est protestant. Pour un catholique, par exemple, ce serait beaucoup plus compliqué d'affirmer cela, notamment à cause de l'Eucharistie, où l'hostie, c'est Dieu à un moment, c'est le corps du Christ à un moment donné. Si Kant avait été catholique, probablement n'aurait-il pas écrit cela. Okay. Mais là, ça devient vraiment très très compliqué. Pour les protestants, l'hostie, ce bout de pain, est un symbole. C'est une des raisons pour lesquelles Luther rompt avec l'Église romaine. On va lire ce texte de Kant sur le bonheur. On va enfin revenir au sujet central de ce cours. Tout le monde là, c'est page 1. Mais par malheur,
le concept du bonheur est un concept si indéterminé que malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce que véritablement il désire et il veut. La raison en est que tous les éléments qui font partie du concept du bonheur sont, dans leur ensemble, empiriques, c'est-à-dire qu'ils doivent être empruntés à l'expérience. C'est là que ça se complique, et que cependant, pour l'idée du bonheur, un tout absolu, un maximum de bien-être dans mon état présent et dans toute ma condition future est nécessaire. Or, il est impossible qu'un être fini, si perspicace et en même temps si puissant qu'on le suppose, se fasse un concept déterminé de ce qu'il veut ici véritablement. Alors, que dit Kant ici? Kant nous parle de la nature ambiguë du bonheur. Le bonheur relève du concept. Pourquoi? Là, je vous pose la question. Pourquoi est-ce que je peux parler, dans le cadre de la pensée de Kant, d'un concept du bonheur? Oui, bah oui, très bien. Autrement dit, euh, le bonheur, c'est l'expérience du bonheur. Le bonheur, c'est avant tout un contenu empirique sensible, un sentiment. Et ce sentiment, j'en fais l'expérience. Et donc, le bonheur est bien un concept au sens où il correspond à une intuition sensible possible. Mais c'est aussi une idée. Pourquoi est-ce que le bonheur est-il une idée? Qu'est-ce que j'ai en tête quand je dis que je veux être heureux pour Kant? Ouais. Ouais, non, pas tout à fait. C'est effectivement extérieur à nous au sens où ça nous est inaccessible. Mais quand je dis je veux être heureux, qu'est-ce que je veux? Ouais. Ouais, mais qu'est-ce que je désire quand je dis je voudrais être heureux, qu'est-ce que je veux? Kant le dit très bien. Ouais. Ouais, il dit un tout absolu, un maximum de bien-être dans mon état présent et dans toute ma condition future. Autrement dit, pourquoi le bonheur est-il une idée? Parce qu'il est lié à ce dont je n'aurai jamais l'expérience, la perfection du bien-être pour l'éternité. Une totalité de bien-être pour toujours. C'est ça le bonheur. Et vous comprenez, c'est un petit peu comme l'univers, de la même manière que je ne peux pas avoir d'intuition sensible de cette totalité qu'est l'univers, je ne peux pas avoir d'intuition sensible de cette totalité éternelle qu'est l'idéal du bonheur pour l'être humain. Et donc, on pourrait dire que le bonheur est pris dans une tenaille. C'est d'abord un concept parce qu'effectivement, il y a une expérience sensible du bonheur. Le bonheur est un concept parce qu'il est dérivé de l'expérience, de l'empirie. Et c'est une idée. C'est aussi une idée, au sens où pour nous, le bonheur, c'est le maximum de bien-être pour toujours.
C'est cette félicité totale que nous visons quand nous désirons le bonheur. Oui. Ah bah oui, mais euh, justement, ce bonheur va prendre fin de manière imminente quand, pourquoi la mort est-il un sentiment triste? Parce qu'on se rend compte que cet idéal est un idéal, justement. Quand on est jeune, on peut penser qu'on va vivre une félicité pour toujours. On le sait dans un coin de notre tête, mais on n'en a pas véritablement conscience de manière permanente. On sait qu'on va mourir, mais c'est pas pour tout de suite, et on se dit ça va durer toujours. Sauf que non, ça ne va pas durer toujours, justement. Ça, pour le coup, je regrette de ne pas avoir mis la vidéo en ligne parce que c'est un des éléments du texte de Hobbes, si vous voulez. Euh, Hobbes explique dans ce texte, alors je mettrai cette vidéo en ligne évidemment, Hobbes explique que le bonheur est fondamentalement lié au désir. Okay. Mais le désir, c'est ce qui nous pousse vers l'avenir. On désire quelque chose qu'on n'a pas encore, et ce désir-là nous pousse vers l'avenir. Et paradoxalement, le désir nous fait regretter le présent parce qu'on sait qu'une fois qu'on a obtenu ce qu'on a, on va se lasser. Ça va passer. Okay. L'être humain est peut-être le seul animal au monde à être capable d'envisager son avenir, mais il est aussi le seul animal à déprimer de manière aussi constante. Pourquoi? Parce qu'il a conscience du temps qui passe, il a conscience que ce qu'il va obtenir, un jour il l'aura obtenu. Et en fait, il va vivre le présent comme un imparfait, comme quelque chose qui va passer un jour, comme quelque chose qui est déjà passé. Alors que l'animal est capable de jouir de l'instant présent parce qu'il est incapable de se représenter le futur. L'être humain est capable de se propulser dans l'avenir. C'est pour ça qu'il va vivre le présent sur le mode du passé, de plus en plus décomposé. Alors, Kant nous dit l'idéal du bonheur pour l'être humain, c'est précisément un tout absolu, je cite, un maximum de bien-être dans mon état présent et dans toute ma condition future. Ok, comment j'y vais? Comment accéder à ce paradis? Je poursuis la lecture du texte. Or, il est impossible qu'un être fini, on est tous finis, hein, personne de nous n'est infiniment intelligent, fort, notre vie elle-même est finie, nous sommes mortels. Or, il est impossible qu'un être fini, si perspicace et en même temps si puissant qu'on le suppose, se fasse un concept déterminé de ce qu'il veut ici véritablement. Veut-il la richesse? Que de soucis, que d'envie, que de pièges ne peut-il pas, par là, attirer sur sa tête, hein? Comme on dit en américain, more money, more problems. Vous avez tous lu un roman d'Agatha Christie. Entre une veuve riche, premier chapitre, chapitre 2, la veuve riche se fait assassiner. Voilà. Veut-il beaucoup de connaissances et de lumière? La culture, c'est important. Peut-être cela ne fera-t-il que lui donner un regard plus pénétrant pour lui représenter d'une manière d'autant plus terrible les maux qui, jusqu'à présent, se dérobent à sa vue et qui sont pourtant inévitables, ou bien que, chargé de plus de besoins encore, ces désirs qu'il a déjà bien assez de peine à satisfaire. Peut-être que plus on se cultive, plus on raffine son esprit, et moins on va trouver l'existence satisfaisante. On y reviendra. Veut-il une longue vie? Qui lui répond que ce ne serait pas une longue souffrance? Il n'y a qu'à regarder les EHPAD. Veut-il du moins la santé? C'est important la santé. Alors là, on sent le fragile qui parle en Kant. Que deux fois l'indisposition du corps a détourné d'excès ou aurait fait tomber une santé parfaite.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui se croient costauds commettent des imprudences, alors que les gens qui se savent de santé fragile, parfois vont vivre plus longtemps parce qu'ils auront été prudents, et peut-être plus heureux à cause de cela. Autrement dit, richesse, culture, intelligence, longévité, quoi d'autre? Santé, ce sont des biens que je peux rechercher et qui peuvent me rendre malheureux. Ok. Je ne peux pas savoir si les biens, je ne peux pas savoir avec certitude si le chemin que je vais choisir pour réussir ma vie me rendra véritablement heureux. Pour le savoir, il faudrait que j'ai déjà vécu ma vie, d'une certaine manière. Il faudrait que je sois omniscient. Oui, ouais. Je vais vous prendre un exemple, je crois pas en avoir parlé dans la vidéo précédente. Euh, il y a je crois que c'est son premier long métrage, un de ses premiers longs métrages, grand cinéaste du film d'action de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, qui s'appelle Michael Mann. C'est le type qui a fait Miami Vice, Heat avec Al Pacino et Robert De Niro, etc. etc. Il fait son premier film avec James Caan, ça s'appelle Thief, je crois que c'est Le Solitaire. Ça raconte l'histoire d'un type qui sort d'une très longue peine de prison. Il a probablement passé 15 ans. Il est rentré non, plus que ça, même 20 ans de prison. Il est rentré en tôle à 15 ans. Et il en sort, il a 37-38 ans, quoi. Donc c'est déjà un homme d'un certain âge. Et donc en gros, il n'a rien connu de ce que la vie peut offrir à quelqu'un normalement. Il sort de prison, et en prison, en fait, il a sur une sorte de carte postale, il a collé, en découpant ça dans, dans différents magazines, il a fait un collage qui représenterait sa vie idéale, en fait, son idéal de bonheur. Donc, il y a une maison, évidemment, avec la white picket fence, la petite barrière blanche typique de la maison américaine. Il y a évidemment un clébard, sans lequel la vie ne serait pas totalement réussie, une femme, une Ford Mustang et un enfant. Alors, quand il va sortir de prison, il va chercher à tout prix à faire coller la réalité à sa carte postale. Sauf que euh, il est stérile, il ne pourra pas avoir d'enfant, et vu son casier judiciaire, les agences d'adoption ne sont pas très très chaudes pour lui permettre d'adopter un enfant. Et les seuls à pouvoir lui permettre de réaliser son rêve, c'est évidemment la mafia qui fait dans le trafic d'êtres humains depuis à peu près la nuit des temps. Et donc, il va demander à la mafia, justement, de lui permettre d'adopter un enfant. Et c'est le début des ennuis. C'est le début, euh, c'est le début de la tragédie pour lui. Okay, et il va tout perdre, quasiment tout, à cause de cela. Parce qu'il avait une idée préconçue, il avait un idéal du bonheur qu'il a cherché à tout prix à faire coller à la réalité. Et à vrai dire, ce sont des biens parfaitement estimables. Il va tout perdre parce que ces biens euh, qu'il croyait bénéfiques pour lui, dont il pensait qu'ils allaient pouvoir le rendre heureux, bah, vont le conduire au malheur. Okay. Spoiler. Les films de Michael Mann se terminent toujours mal. Ça aussi, c'est un spoiler. Mais regardez-les, c'est vraiment très très bien. Donc, moralité, Kant dit la chose suivante: aucune règle ne peut me permettre de parvenir au bonheur avec certitude. D'où le paradoxe de la recherche du bonheur. Je veux être heureux, mais je ne peux pas savoir ce que je veux lorsque je dis cela.
Je veux le bonheur, mais je ne peux pas savoir ce qu'il est. Pourquoi? Parce que le bonheur n'est pas qu'un concept, c'est aussi une idée. Et pas une idée de la raison, mais une idée de l'imagination. Je ne peux que m'imaginer ce qui me rendra heureux. Je ne peux pas le rationaliser. Je lis la fin du texte. Bref, il est incapable de déterminer avec une entière certitude, d'après quelques principes, ce qui le rendrait véritablement heureux. Pour cela, il lui faudrait l'omniscience, pour cela, il lui faudrait tout connaître. On ne peut donc pas agir pour être heureux d'après des principes déterminés, mais seulement d'après des conseils empiriques qui recommandent par exemple un régime sévère, l'économie, la politesse, la réserve, toutes choses qui, selon les enseignements de l'expérience, contribuent en thèse générale pour la plus grande part au bien-être. Il suit de là que les impératifs de la prudence, à parler exactement, ne peuvent commander en rien, c'est-à-dire représenter des actions d'une manière objective comme pratiquement nécessaire. Quel est le domaine qui représente des actions d'une manière objective comme pratiquement nécessaire? C'est la morale, justement, et pas le bonheur. Qu'il faut les tenir plutôt pour des conseils que pour des commandements de la raison. Le problème qui consiste à déterminer d'une façon sûre et générale quelle action peut favoriser le bonheur d'un être raisonnable est un problème tout à fait insoluble. Il n'y a donc pas à cet égard d'impératif qui puisse commander, au sens strict du mot, de faire ce qui rend heureux, parce que le bonheur est un idéal non de la raison, mais de l'imagination, fondé uniquement sur des principes empiriques, dont on attendrait vainement qu'ils puissent déterminer une action par laquelle serait atteinte la totalité d'une série de conséquences en réalité infinies. Autrement dit, je peux me dire que rechercher la richesse me rendra heureux, mais quelles seront les conséquences infinies de cette recherche? Oui. Alors, Hobbes serait de cet avis, très clairement. Hobbes va dire, qu'est-ce que c'est que la recherche du bonheur? C'est la recherche de la satisfaction du désir. Plus on satisfait, plus on satisfait ses désirs, plus on a envie de conserver ce que l'on a, plus on est inquiet de perdre ce que l'on a. Donc plus on cherche à être heureux, plus on va chercher à protéger et à conserver ce bonheur, et plus on va être inquiet de perdre ce bonheur. Donc la quête du bonheur produit directement le malheur, l'inquiétude. Kant ne dirait pas cela. Kant dirait simplement qu'on peut avoir... Enfin, la vie, c'est un coup de poker, c'est prendre des risques en permanence, la quête du bonheur. On ne peut pas savoir avec certitude ce qui nous rendra heureux. On ne peut se fier, et encore d'une manière qui n'est absolument pas certaine, on ne peut se fier qu'aux préjugés de ses amis, de sa culture, de la société, qui nous proposent des modèles de réussite, qui nous proposent des types de réussite, et cela, ce n'est en aucun cas une recette garantie sur facture du bonheur. Donc, n'étant pas nazi moi-même, je suis absolument contre le fait de brûler des livres, mais vous allez à la FNAC et vous allez dans le rayon développement personnel, ça c'est à foutre au feu si vous voulez pour contre. Très clairement, il n'y a pas de recette qui permet absolument de garantir quoi que ce soit en ce bas monde dans le domaine du bonheur. Oui, oui. Alors, les conseils, c'est simplement, justement, c'est ce qui relève du préjugé. C'est ce qui relève de l'habitude. Voilà. Habituellement, vaut mieux être plutôt à l'aise que totalement pauvre pour être heureux. Mais c'est seulement habituellement. Euh, Habituellement, il vaut mieux être en bonne santé pour être heureux qu'en mauvaise santé. Mais c'est seulement habituellement. Il y a des contre-exemples dans les deux cas, en fait.
Et au fond, alors que la loi morale est produite par la raison, elle est connue par la raison, enfin, elle est produite par la raison, euh, ce qui est produit par l'imagination, c'est pas une loi, c'est des conseils, c'est des possibilités d'existence. Et c'est pour ça que ça n'a aucune valeur de règle pour Kant. Simplement des conseils. Effectivement, peut-être qu'il vaut mieux chercher à être riche que chercher à être pauvre. Peut-être qu'il vaut mieux chercher à être en bonne santé que chercher à être en mauvaise santé, ou désirer être en mauvaise santé. Peut-être qu'il vaut mieux être intelligent et instruit que bête et inculte. Mais peut-être, dit Kant, qu'il y a des gens qui sont bêtes et incultes qui sont plus heureux que des gens instruits et intelligents. Peut-être qu'il y a des gens en mauvaise santé qui sont plus heureux que des gens en bonne santé. Peut-être qu'il y a des pauvres qui sont plus heureux que des riches. Alors, grand 3, quand est-ce que ça sonne? L'intuition sensible qui correspond exactement au concept de cloche au moment où je l'énonce. Bon bah, on se voit quand? On se voit demain? 1 heure? Ok. Je vais mettre les textes pour le devoir, pour la dissertation, je vais les mettre ce soir en ligne sur Pronote. J'aimerais que vous essayiez d'y accéder pour voir si ça marche ou pas, tout simplement. Ouais, je crois que j'ai pas 36 manières de le faire.